Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Laurie, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai hâte de voir de quoi on va parler aujourd'hui. Avec plaisir, moi j'ai hâte de te poser j'ai plein de questions en tête, donc on va pas s'ennuyer. Mais d'abord, il y a une question par laquelle j'aime bien commencer avec mes invités, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait pleinement sens aujourd'hui ? J'ai envie de dire 10, mais je dirais 9, histoire de me laisser une marge pour améliorer ça. Mais je suis en tout cas dans le moment de ma vie où je sens que ça a jamais fait plus de sens qu'aujourd'hui. Trop bien, trop bien, trop bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter sur le podcast, c'est que j'avais cette impression aussi. Laurie, pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, en quelques mots, quelques phrases, comment tu te décris quand tu es à un dîner avec des inconnus ? Comment je me décris, donc pas forcément professionnellement, on est d'accord? Ouais, vraiment, salut, je suis Laurie. Euh, Eh beh écoute, je me décris peu, donc je vais essayer de le faire ici. Je pense que je suis une personne qui se pose beaucoup de questions et qui l'avait beaucoup vu comme un défaut ou comme un problème à résoudre, et que c'est aujourd'hui probablement une des choses qui me sert le plus et qui m'a permis le plus d'évoluer. Je pense que je suis une personne qui passe rapidement à l'action quand j'identifie, qu'il y a un truc qui me convient pas. Je reste rarement très longtemps dans une situation quand j'ai remarqué qu'elle faisait plus pleinement sens pour moi. Je suis entrepreneur et ça, je pense que ça fait partie de ma présentation parce que c'est un truc qui me colle à la peau depuis, plus de 12 ans maintenant et que j'envisage pas ma vie autrement que comme ça. Et puis je suis maman de 4 enfants, j'habite, dans les Landes, à côté de l'océan, au soleil, voilà. Trop bien. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu accompagnes qui? Tu fais quoi? J'accompagne des entrepreneurs, aussi bien sur le côté un peu, stratégique pour se développer, pour aller chercher plus de clients, plus de chiffre d'affaires, mais avec beaucoup, la notion de comment on y va, en faisant quelque chose qui fait sens pour nous et qui ne nous nuit pas sur la durée. Et j'ai beaucoup moi-même, expérimenté toutes ces choses-là ces dernières années, puisque j'ai pas toujours, cru que c'était possible de réconcilier, une espèce d'ambition qui est très forte avec un équilibre de vie, un équilibre, physique, mental, et familial. Et du coup, aujourd'hui, c'est cette voie-là que j'ai envie de montrer aussi parce que je trouve qu'elle ouvre des portes, là où souvent on se pose des limites en se disant: «Il faut faire un choix, il faut sacrifier un truc». Moi, j'aime bien penser qu'on n'est pas obligé de faire ça, à condition d'écrire, nos propres règles et de le faire, d'une manière qui est alignée pour nous. Un message qui résonne énormément avec ce que je partage. Justement, si on revient à tes tout débuts, tu as dit là, si je dis pas de bêtises, ça fait 12 ans ou 16 ans, j'ai un doute, 12 ans je crois. Pourquoi t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était comment ta vie à ce moment-là? Si on revient au tout début, comment ça s'est passé? Heu, Très naturellement. En fait, j'ai jamais l'impression d'avoir pris une grande décision de vie en me disant: «Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat». C'était plus la suite logique à ce moment-là, j'avais plus envie, de continuer mes études. Je voulais être prof de français. Heu, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, non, c'est pas ça». J'ai cherché un job. Il se trouve qu'il fallait créer sa micro-entreprise pour pouvoir le faire et j'ai dit: «Bah, OK, je crée ma micro». Donc j'ai commencé ma vie pro par l'entrepreneuriat. J'ai eu 2 petites expériences de salarié au milieu, chacune a duré 11 mois, c'était pas fait exprès, mais du coup, je pense que c'est mon maximum et en fait, ça a toujours été une suite logique où je sens que j'ai besoin de cette forme de liberté parce que j'arrive à la combiner à une forme de discipline pour ce qui est important pour moi et c'est ce qui me permet de progresser et de me sentir libre. Et c'était quoi du coup ce 1er job là où tu as dû créer ta micro-entreprise? J'étais, négociatrice en immobilier, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et il s'est passé quoi ensuite du coup? Tu es négociatrice en immobilier, tu as dit qu'il y avait 2 passages, de salariés. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Quelles ont été les transitions un peu? Ouais, en fait, quand j'étais donc dans l'immobilier, je suis tombée enceinte de ma fille, et j'étais bien malade et en fait, tous les trajets pour aller, visiter les apparts, machin truc, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai arrêté pendant ma fin de grossesse, donc ça s'est couplé avec,
un petit, congé maternité, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, bah, une fois que ma fille a eu 5 mois, il était question de faire rentrer des sous quand même à la maison. J'avais pas forcément d'idées de projet ou de trucs comme ça et puis autour de moi, la norme, c'était d'aller chercher un travail, tu vois? Tu le crées pas, tu vas le chercher. Donc je me suis mise à postuler, je me suis imaginé que ça me plairait. En effet, pendant les 2 premiers mois, ça m'a plu, puis je me suis ennuyée et puis j'ai trouvé que ça avait peu de sens et que les gens se mettaient une pression de dingue alors que clairement on n'était pas en train de changer le monde. Donc petit à petit, la passion, du début est complètement partie et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, bah, j'ai envie de créer ma boîte à moi». Donc j'ai commencé en side project, tu vois? Quand je rentrais le soir, je faisais un peu ça. Après je m'occupais de faire manger ma fille, prendre le bain, la coucher, puis je me remettais là-dessus. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois, je crois, peut-être les 4-5 derniers mois de mon salariat et puis au bout d'un moment, j'ai dit: «Ouais, c'est bon, j'ai envie de partir». J'avais absolument pas de sécurité puisque le business était pas vraiment lancé et je me suis dit: «Il faut que je le teste». On est quand même dans un pays où on a, le chômage quand on part en rupture conventionnelle. Bah, je vais en profiter, ça me faisait pas très peur, en fait, si tu veux. Je me dis: «Si ça marche pas, je reprendrai un job, on s'en fout». Ouais. Et puis ça a pas très bien marché, mais j'ai créé d'autres sociétés après finalement. Parce que du coup, la première, c'était quoi? Ce premier side project? C'était un concept d'événement pour les mamans, les futures mamans, avec un sur une journée, en fait, je louais des belles maisons, je faisais venir plein de prestataires autour du bien-être, des massages, des enfin bref, plein de gens et il y avait un système de garderie avec, des baby-sitters sur place, ce qui fait que les mamans pouvaient venir sans avoir à se dire: «Bah oui, mais il y a personne pour garder mes enfants, comment je vais faire pour en profiter?» Elles pouvaient venir et être tranquilles. Et qu'est-ce qui fait selon toi que ça a pas marché du coup? Heu, pour moi, ça fait partie de mon apprentissage, c'est-à-dire j'ai appris à créer une boîte en créant une boîte donc forcément, c'est la première fois, j'avais 21 ans, quand je l'ai lancé. J'ai écrit moi-même les statuts de la société parce que j'avais pas de sous pour le déléguer à quelqu'un, donc j'ai fait 3 fois les allers-retours, avec le tribunal de commerce parce qu'évidemment c'était pas bon du premier coup. Tu vois, j'ai vraiment tout construit, en fait, avec ce projet-là et basé sur tous mes blocages de l'époque et toutes mes croyances qui sont, «Les gens n'auront jamais l'argent pour payer ça, mais ils pourront jamais payer plus cher que ça, donc c'est à moi forcément de trouver une solution pour, réduire les coûts». Mais en même temps, je me sentais pas à l'aise de négocier avec mes prestataires et en fait, je remplissais les événements, donc ça, c'était un succès, mais je perdais de l'argent à chaque événement, donc ça, c'était un échec. Et tu referais ça? Ce que tu changerais, ça serait ton mindset? Si je devais revivre cette expérience-là, heu, ouais, principalement mon mindset parce qu'en fait, si je n'avais pas ces blocages et ces croyances, vis-à-vis de l'argent, heu, je pense que l'idée était bonne, je pense que j'avais réussi à fédérer des gens autour de moi. Donc je pense que ouais, ça aurait pu être un des leviers qui aurait donné une direction différente à Ouais. ce projet, ouais. Ouais, c'est très intéressant parce que souvent on pense que, tu vois, le plus dur, c'est d'attirer les gens. Mais en fait, tu viens de nous montrer que, bah, c'est pas parce que non plus tu attires des gens que forcément tu as le succès derrière, enfin en tout cas les bénéfices. Il y a aussi Ouais, du mindset. Et ouais, donc ouais, complètement. tu fais du négatif. Donc à un moment donné, je pense que tu t'es dit: «Ça peut pas continuer». C'est quoi l'étape suivante? C'est pas vraiment moi qui me suis dit, qu'il fallait que j'arrête. Je voyais le mur arriver, mais moi j'avais le sentiment que je pouvais encore modifier des trucs pour changer le résultat. À cette époque-là, j'étais avec mon ex-mari et c'est lui qui m'a dit, «Bah non, c'est pas viable» et je l'ai pas hyper bien vécu parce que j'ai pas le sentiment d'avoir pris 100 la décision à ce moment-là. Le fait est qu'avec le recul, il avait raison, c'était pas viable et je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas les connaissances, les compétences et l'entourage pour réajuster ce qui aurait dû l'être et qu'aurait changé la trajectoire. Là, je pense que j'aurais été, heu, en train d'essayer d'ajuster, la communication, la fidélisation des gens, mais pas le cœur du problème qui était le système n'était pas rentable. Ouais. Parce que là, à ce moment-là, ton ex-mari, il était salarié? Ouais, 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 il a toujours, été salarié jusqu'à la fin de notre histoire ensemble. Et du coup, tu arrêtes, mais et c'est là où tu reprends un job de salarié ou tu relances une autre idée? Non, alors, j'arrête, je me dis que je vais reprendre un job de salarié, donc je fais le petit process de regarder les annonces, de passer un entretien. Je passe un entretien et je me sens, motivée comme la première expérience en fait. Je me dis: «Ah ouais tiens, ça pourrait être sympa de faire ça». Je passe un process de recrutement qui est quand même assez long où il faut fournir
des tests, des essais, des trucs comme ça. J'arrive à la fin, tu vois, on est 2 et il y a un mec qui est un peu plus âgé que moi et moi, donc à cette époque-là, j'ai genre 23 ans et la personne qui était chargée de l'entretien me rappelle pour me dire: «Ben, on a vraiment préféré ta présentation, mais on a quand même choisi l'autre candidat parce qu'il est plus âgé que toi et qu'on se sentait mal à l'aise de te payer, le même salaire que les autres personnes alors que tu as 10 ans de moins qu'eux». Et du coup, j'étais un peu perplexe face à cette raison du refus. Ça m'a semblé un peu bizarre et c'était la période de Noël, donc je me suis dit: «Je mets ça entre parenthèses, puis je reprendrai mes recherches en janvier». Et en fait, le jour de Noël, il y a la nana qui m'a fait le recrutement qui m'a dit: «Bah, par contre, on a quand même vraiment aimé ton profil. Est-ce que ça te dirait de prendre des missions en freelance?» J'ai dit: «Bah oui, banco, je réouvre ma micro-entreprise et on va commencer comme ça». Et du coup, j'ai eu ce premier client et vu que ça m'a remis, tu vois, dans le mood, «OK, bah, c'est ça en fait maintenant mon projet, c'est pas d'aller chercher un autre job salarié». Bah, du coup, je vais chercher d'autres clients et en fait, j'en avais pas besoin d'énormément parce que c'était une micro. À ce moment-là, j'avais pas de gros besoins financiers, j'avais qu'un enfant et tout ça, et du coup, je suis allée chercher, 4-5 autres clients et puis j'étais, freelance dans la partie, communication, gestion de leurs réseaux sociaux, envoi des mails et cetera, qui sont 100 des compétences que j'ai apprises toute seule, avec ma première boîte. Tu vois? J'ai jamais été Ouais. formée au marketing digital, au community management et cetera, mais du coup, j'ai quand même développé cette boîte que j'ai gardée, pendant 3 ans, je crois, et ça, c'était chouette. Et qu'est-ce qui a fait du coup que ça s'est arrêté? Je me suis lassée, j'en ai eu marre, au bout d'un moment, tu vois, de faire un peu la même chose. Pendant que j'avais cette boîte, j'avais lancé d'autres petits projets en parallèle, heu, pour me stimuler, tu vois? Même pas tant dans une logique de je veux gagner de l'argent, mais plus, moi, j'aimerais bien avoir des trucs qui me donnent envie de me lever le matin un peu plus fort que ça, et puis au bout d'un moment, ça m'ennuyait un peu, tu vois? Je faisais que ce que je savais faire, donc en fait, c'était un peu chiant et ça a coïncidé avec un moment où j'ai déménagé, j'ai changé de région et je me suis dit: «Bah, nouvelle maison, nouveau départ, tiens, quel est le nouveau projet que j'ai envie de lancer?» Et j'ai créé une marque de prêt-à-porter, donc ça n'avait rien à voir. Et là, prêt-à-porter, mais c'est un business vraiment à part entière. Il y a du produit physique, il y a de la logistique, il y a du bref, toutes les galères qui vont avec. Comment ça s'est passé? Bah, écoute, au feeling, j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai l'idée et le moment où, c'est concrètement réalisé, bah, j'ai appris plein de choses. C'est-à-dire comment on passe de: «J'ai une idée dans ma tête et en plus je sais pas dessiner, donc pour faire comprendre aux gens ce que j'ai dans ma tête, c'est compliqué». Heu, écoute, je me suis renseignée, je me suis informée, je me suis dit: «De quoi j'ai besoin? De qui j'ai besoin?» Donc je me suis formée, en fait, je me suis, questionnée, je me suis informée surtout, sur, ben, comment on fait, pour faire ça concrètement. J'ai cherché les personnes avec qui je pouvais, parler et travailler pour pouvoir le développer. J'ai appris plein de trucs. C'était franchement une belle expérience parce que c'est vraiment un domaine dans lequel je connaissais rien du tout et je pense qu'en fait, c'est ça qui me nourrissait surtout, c'est le challenge de: «J'y connais rien, est-ce que je vais réussir à comprendre quelque chose et à en faire un truc sympa?» hem et là, en fait, l'envie profonde et la motivation étaient pas suffisamment fortes. C'était pas mon idée au départ, c'était celle de mon ex-mari. Et moi, si tu veux, c'est l'aspect business qui me donnait envie. C'était pas tellement les fringues, c'était le côté, tout le business qu'il y a derrière, Ouais. trouver à qui est-ce qu'on va déléguer ça, le challenge que ça représente avec, on a quasiment rien à investir dedans, alors que c'est un business qui normalement demande pas mal d'argent. Hem, on a fait une campagne de financement participatif qu'on a réussi. On a délivré, les fringues aux personnes qui avaient commandé et tout ça. Et puis au bout d'un moment, en fait, c'était trop chronophage pour trop peu de ventes, on s'était mis des défis aussi, les uns sur les autres, tu vois? Superposés, c'était que du made in France, c'était que du, fait à la main, c'était qu'avec des produits, et des rouleaux de tissu, upcyclés pour, l'aspect écologique. Qu'en fait, ça faisait énormément de contraintes, sur lesquelles on voulait lâcher sur rien du tout. Sauf que, ben, à un Mmh. moment donné, il y a la réalité qui fait que on est personne, tu vois? On n'a pas de nom pour avoir, des prix de vente, fois 10 et en même temps, ben, ça coûte quand même très cher de produire comme on l'imaginait. Donc c'est un projet qu'on a décidé d'arrêter et à partir de là, bah, c'était plus compliqué parce que le peu de sous qu'on avait, on les avait mis là-dedans et là, il y avait plus rien de chez plus rien.
je suis tombée enceinte à ce moment-là et j'avais 2 mois de chômage devant moi. Donc on en est là. Waouh! Là, le stress, il est là-haut ou tu es sereine en mode confiante sur toi? Non, là, je commence à stresser, mais ce qui me stresse, c'est pas tant la situation, c'est que j'ai pas d'idée de ce que je veux faire, alors que d'habitude, j'en ai toujours 2 ou 3 d'avance, tu vois? D'habitude, Ouais. je me dis toujours, «Tiens, quand j'en aurai marre, je ferai ça» et là, rien et c'est ça qui m'inquiète. C'est que je ne sais pas quoi faire et je sais par contre que j'ai pas envie de refaire ce que je savais faire avant. J'ai pas envie de reprendre mon agence, que j'avais lancé. Et du coup, vu que j'ai pas envie, je sais en plus que ça ne marcherait pas si je le faisais. Tu vois, c'est pas comme Mmh. si je me dis: «Bah, j'ai juste deux trois contacts à réactiver et c'est bon». C'est qu'il faut quand même que j'aille chercher des clients, sauf que vu que c'est pas ça que je veux, je serai pas bonne pour le faire et je sais que ça marchera pas. Donc là, c'est une phase, dans laquelle j'essaye un peu de me débattre et au bout d'un moment, je me dis: «Bah, arrête de débattre en fait, laisse-toi couler», tu vois? Tu sais pas et de toute façon, plus tu mets d'efforts pour, ne pas couler et pire c'est. Accepte juste d'aller mal et arrête de te poser des questions. Et ça, c'était très dur à faire, parce que j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Donc je me suis dit: «OK, aller mal, mais combien de temps?» et ça a duré, en vrai une bonne quinzaine de jours où c'était le vide le plus total. Et un jour, il y a une petite flamme qui s'est rallumée. Je me suis dit: «Oh, ça, ce serait peut-être pas mal» et après, j'ai eu l'excès inverse, c'est-à-dire trop de projets, trop d'idées et je savais plus par où commencer, tu vois? C'est comme s'il y a plein de chemins qui étaient devant moi. Ils avaient l'air tous hyper intéressants et je savais pas lequel j'avais envie de prendre. Bah, du coup, je les ai pris un par un et j'ai développé les idées comme si je voulais les lancer et en fait, ça a été mon moyen, déjà de me remettre en action et puis surtout de faire le tri pour me dire: l'idée, elle me plaît, mais est-ce que quand j'agis concrètement pour la matérialiser, ça me plaît toujours ou est-ce Ouais. que je me dis: «Non, ça me fatigue, c'est trop compliqué, machin», parce que tout ça, c'est des indicateurs de c'est pas un truc qui vraiment m'anime, profondément. Et après, je me suis prise, beaucoup, beaucoup de place sur une grande table avec beaucoup de feuilles et je me suis dit: «Je vais faire, la liste de tout ce que je sais faire, de tout ce que j'aime faire, de tout ce qu'on voit chez moi, que moi je vois pas forcément et puis je vais essayer de trouver des liens logiques entre tout ça» et c'est comme ça que je suis arrivée à: «Mais en fait, moi j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs parce que ça va venir nourrir tout ce que j'aime faire, tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai appris à faire» et ça a coïncidé avec, une de mes anciennes clientes quand j'avais, ma micro dans la communication, qui m'a écrit pour me dire: «Franchement, toi tu lances tout le temps des projets, ça a l'air hyper facile pour toi d'entreprendre. Tu veux pas me coacher pour m'aider parce que moi je galère?» et j'ai dit: «Bah, c'est marrant, tu es quand même synchro avec le travail que je fais en ce moment, donc bingo, on va essayer» et c'est comme ça que j'ai lancé ma boîte actuelle il y a un peu plus de 6 ans. Trop bien et comment t'expliques que tu sois passée vraiment de 0 idée à 15 000 idées? C'est le fait d'avoir accepté de faire un break? Comment tu expliquerais ça? Ouais, je pense que c'est vraiment d'accepter de, lâcher complètement l'objectif final. Tu vois? Parce que souvent, même quand on se dit: «Oui, bah, je vais me lâcher la grappe», on est quand même dans le contrôle. C'est: «Je vais le faire pour avoir ce résultat-là» et là, ce qui était très difficile, c'est que je voulais juste me laisser couler et beh, au pire, j'ai jamais d'autres idées et puis, on prendra ma maison et puis enfin, tu vois? Vraiment aller accepter que t tout peut s'écrouler, mais de toute façon, je ne sais pas. Donc c'est pas en forçant que je vais trouver et puis, si jamais j'ai bien des ressources à l'intérieur de moi, donc je saurais les activer si je suis devant le mur et que j'en ai besoin. Donc ça a été accepter de me laisser complètement, tranquille, en fait, pour que mon cerveau, à nouveau, ait de la place pour créer. Parce que Mmh. le cerveau, il est pas créatif quand tu es en mode survie. Et là, c'était d'accepter d'arrêter de me poser 1 milliard de questions, ce qui est hyper dur dans ce genre de situation Ouais. et et du coup, ça lui a redonné de l'espace pour être plus créatif. Je pense que, tu vois, aujourd'hui, j'ai d'autres ressources, d'autres outils, d'autres formations qui me permettent de pas forcément, être dans cette situation de précarité pour, recréer des idées, tu vois? Je pense que si j'avais fait, je sais pas, plus de sport, mieux dormi, mieux mangé à cette époque-là, je pense que j'aurais pu avoir des idées sans accepter de tout lâcher et de me laisser couler, mais à ce moment-là, je les avais pas, ces ressources et ça a été, le truc qui me permet d'avoir cet espace, ouais. Du coup, tu faisais quoi de tes journées? Ce moment où les 2 semaines là où tu as lâché prise, tes journées, Eh c'était ben, quoi? j'avais 2 enfants en école à la maison et j'étais enceinte, donc déjà ça m'occupait un peu. Tu m'étonnes. Et en fait, bah, ouais, donc je m'occupais de ça et puis
je lisais, je me reposais. En fait, que des trucs que j'avais pas fait ces dernières années, tu vois? De juste prendre le temps de vivre. Parce que moi, depuis, que j'ai lancé ma première boîte, j'ai pas eu de vacances, tu vois? Mmh. Je m'étais jamais pris de vacances, donc pendant, 6 ans, en gros, ça n'existait pas et puis je restais, trop peu longtemps salariée pour avoir vraiment beaucoup de vacances. Donc en fait, là, ça a été, 15 jours pendant lesquels je me suis juste reposée et comme par magie, ça aide quand même à trouver, des idées et à avoir plus de clarté d'esprit. Mmh. Et du coup, tu lances, cette activité-là avec cette première cliente, que tu accompagnes, à développer son activité. Ça marche très vite pour toi, parce qu'il y a un moment donné où tu as atteint du coup un gros palier de succès. Comment ça s'est fait du coup les débuts? C'est allé très vite. C'est allé très vite, ouais, parce que, donc je me suis lancée en octobre et du coup, tu vois, il y avait que, 3 petits mois pour finir l'année. Et l'année suivante, du coup, je suis restée que sur le modèle comme je l'avais lancé, c'est-à-dire du coaching en individuel avec moi, et c'est tout. Je crois que j'avais fait peut-être deux trois petits produits, genre, mini formation autonome sur, des trucs très spécifiques, mais 90 de mon chiffre d'affaires, c'était de l'accompagnement individuel. Du coup, je l'ai poussé au max de ce que je pouvais, absorber moi en termes de charge de travail. Au max du max, ça veut dire c'était trop, mais au moins, je sécurisais ça et tu vois, dans ma tête, je raisonnais vraiment comme: «OK, là, j'encaisse tant, ça sécurise mon salaire du mois. Tout ce que je fais en plus, ça sécurise mes salaires des mois prochains». Donc tu vois, je réfléchissais vraiment comme ça Mmh. et la première année, ça a marché, assez bien comme ça. J'ai communiqué tout de suite, tu vois? J'ai vachement, pris le réflexe immédiatement de documenter tout ça, tout ce que je faisais, de créer du lien. J'avais une mini communauté, tu vois? Je sais pas, j'avais peut-être 300 personnes, un truc comme ça et mais vraiment j'étais engagée et investie dans, je veux parler avec les gens. C'était pas, je veux créer du contenu qui est hyper abstrait, c'est je veux parler avec ceux qui ont décidé de s'abonner à moi. Du coup, ça créait du lien. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent encore aujourd'hui, qui étaient là à cette époque-là. Et j'ai encore aujourd'hui une cliente qui a rejoint un de mes programmes, qui fait partie de mes toutes premières clientes, d'il y a 6 ans, donc quand même chouette. Et donc cette première année, je l'ai, continuée comme ça, tu vois? C'était assez fluide et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais comment je fais si je veux plus que ça?» parce que, bah, forcément, à mesure que je me prouve, si tu veux, que je suis capable de générer plus d'argent, alors que Mmh. ça avait jamais été dans ma tête à un moment donné. Moi, quand j'étais salariée, j'étais toujours au SMIC et quand j'ai eu mes boîtes précédentes, c'était déjà une victoire quand je pouvais me payer, tu vois? Donc au départ, moi, je me disais que, je veux pouvoir me payer chaque mois, que ça remplace mon chômage et c'est tout. Et puis, bah, forcément, la première année, ça marche bien, donc je me dis: «C'est cool quand même quand c'est plus confortable comme ça, quand tu peux faire des projets, quand, tu peux, commencer à investir, te former et tout. Comment je fais pour aller, chercher plus que ça?» Et du coup, c'est là que j'ai commencé à, rassembler tout ce que j'avais fait avec mes clients pendant une année et j'ai vu qu'il y avait 2 grands sujets qui ressortaient. Il y avait faire le point sur qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut et trouver la direction qui nous anime au niveau pro et OK, je suis entrepreneur, mais je galère à me lancer et en fait, j'en ai fait 2 programmes distincts que j'ai commencé à vendre en groupe, donc avec des accompagnements où, au début, il y avait 10 personnes et puis les années d'après, il y en avait 20. Et donc ça m'a aidé à passer un cap et puis l'année encore d'après, je me suis dit: «Ben, comment je fais pour toucher encore plus de monde et en ayant à nouveau du temps pour moi?» parce que j'avais besoin de développer les projets et j'ai commencé à recruter notamment des coachs qui coachaient dans mes programmes et ça a été une grosse étape parce que j'ai dû, prendre le risque que, bah, plus personne n'achète puisque au départ, ils achetaient pour que moi je les coache donc Mmh. je mets quelqu'un d'autre dedans, est-ce que ça va pas poser problème? Et ça n'a pas posé problème parce que j'étais à l'aise avec cette idée-là et voilà. Trop bien. Et je pense qu'on arrive à peu près au moment où moi je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Tu avais ce côté, je sais pas si tu l'assumes pas, mais moi de ma perception, un peu, bling bling, je réussis trop bien et cetera, et j'ai l'impression qu'il y a eu une énorme rupture à un moment donné et ciao la Laurie, je réussis trop bien bling bling. Je reviens un peu plus à l'essentiel, à ce qui me fait vibrer, à ce qui me fait kiffer. Je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais est-ce que tu peux nous parler justement de ce switch? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Laurie, dans la vie de Laurie pour qu'il y ait eu, un peu ce changement? Bah, j'ai divorcé. Ah. C'est clairement le l'avant-après, il est là, en fait, tu vois? En même temps, le parcours, si je dézoome un peu,
Bah, on se rend compte, on est étudiant, on n'a pas d'argent. On bosse chacun de notre côté, on n'a pas vraiment d'argent. Et puis un jour, je lance un truc et ça nous fait accéder à beaucoup d'argent. Et bah, en fait, il y a des personnalités différentes qui deviennent plus visibles quand tu as plus de moyens. Mmh. Et du coup, ben, on a suivi un truc, qui finalement, avec moi, n'était pas très aligné et je m'en suis rendu compte, au moment où j'ai décidé de divorcer et suite à ça, bah, je suis revenue à qui je suis moi. Mais ce qui est important, c'est que pendant le process de cette phase, on va l'appeler la phase bling bling, moi, j'avais pas l'impression de pas être moi. J'avais l'impression que c'était moi, la nouvelle moi, c'était l'objectif que je poursuivais, c'était, l'accomplissement que je voulais et tout. Et en fait, non, mais je le voyais pas à ce moment-là et j'ai eu besoin de m'en extraire et de m'en détacher pour me rendre compte qu'en fait, je m'étais perdue à ce moment-là, mais j'en avais pas conscience. OK, tu t'es détachée sans avoir cette conscience-là. La conscience, elle est venue après, c'est ça? Ouais, en fait, dans le process, moi, je suis dans ma conception au max de ma vie, au max de mon chiffre d'affaires, tout va très bien, machin truc, juste, bah, je suis fatiguée. Moi, c'est le seul truc que je me dis à ce moment-là. Et donc je me dis: «Tiens, je vais aller faire une petite retraite, ça va me faire du bien». Au début, je voulais faire une retraite de yoga ou un truc comme ça, puis j'ai vu une retraite silencieuse. J'ai dit: «Génial, comme ça je parle à personne, on me parle pas, je vais être reposée et après je reprends le cours de ma vie normale». Et en fait, pendant cette retraite, je n'ai pas, compris sur le moment ce qui se passait, tu vois? Mais quand c'était le tour des présentations, donc personne se connaît, c'est vraiment la première heure où on vient d'arriver. Chacun se présente et moi, le premier truc que je dis, c'est un truc genre: «J'adore ma vie, mais je suis pas heureuse» et je me mets à pleurer et j'avais pas contrôlé que j'allais dire ça. Tu vois? C'est le truc qui se met tout seul et là, je me suis dit: «OK». J'avais pas conscience de tout ça et j'avais pas prévu de bosser sur moi. Au départ, je venais dans ma tête pour me reposer, tu vois? Je pensais, regarder Netflix le soir et être tranquille. J'avais pas trop compris le concept, de la déconnexion, je crois. Et en fait, ça m'a percutée, tu vois, de me rendre compte à quel point, en dehors de mon job à ce moment-là, il y a rien qui me nourrit. Il y a rien qui existe. Je travaille énormément et c'est trop cool. Ça m'a permis d'avoir, des grands résultats et de tester quelles sont mes limites. Mais je me rends compte que c'est quoi le but, en fait? Après quoi je cours? Et c'est là que je percute que je cours après un rêve qui est pas le mien, après, un style de vie qui est pas celui qui me ressemble le plus. Et du coup, quand je rentre, je décide de divorcer et de continuer ma vie et de me rapprocher petit à petit, tu vois? Ça fait, 3 ans et demi là maintenant et il m'a fallu 3 ans et demi pour trouver, là où je me sens bien, ma manière d'entreprendre et comment je la fais évoluer avec moi. Parce que finalement, ma boîte, elle a pas changé, tu vois? C'est la même structure depuis 6 ans. J'ai des clients qui me suivent depuis le tout début. Donc mes programmes, certains n'ont pas changé, il y en a qui existent encore. Comment je remets plus de moi qui je suis aujourd'hui dans quelque chose qui est existant, alors que mon tempérament normal, c'est je jette tout, je repars d'une page blanche. Tu vois? Et ça aussi, ça a été un vrai travail, de le voir comme ça. C'est ce que j'allais dire parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on a un peu ce truc par moment de: «Il faut que les gens attendent quelque chose de moi, ils tiennent à une image de moi. Qu'est-ce qui se passe si je change d'image?» Toi, ça a été assez, entre guillemets, «facile» de te dire: «Allez, je change d'image, je reviens un peu à la Laurie d'avant» ou tu t'es dit: «Mince, si je change mon image, est-ce que je perds pas tout le monde?» Tu vois, comment par rapport à ta relation aux réseaux sociaux, comment tu as réussi justement à faire ce switch? C'était difficile parce que, tu es dans une période de vie où tu es très vulnérable et c'est un peu public, tu vois? C'est alors à petite échelle, je suis pas Beyoncé, hein, mais tu vois, tu embarques quand même un peu les gens dans quelque chose que normalement tu vis pour toi et après, si tu veux, tu reviens en parler. Sauf que, ben, il y a quand même un business à faire tourner et que pour le faire tourner, il y a de la communication à faire et je suis pas, une boîte de stylos, tu vois? Je suis un humain qui vend des trucs à des humains. Donc en fait, je suis mon véhicule de communication. Donc je suis mon véhicule pour pouvoir communiquer et donc je dois continuer d'être là. Et à ce moment-là, bah, il y a eu plusieurs teams. Il y a eu, la team comme toi, tu vois? «Ah tiens, c'est marrant parce que j'adhérais moins à ton message à cette époque-là et là, j'ai l'impression de retrouver celle que je voyais en toi».
Et il y en a d'autres, à qui ça a pas plu et qui ont fait le mouvement inverse, c'est-à-dire: «Ah oui, moi ça me plaît pas et je m'en vais». Mais c'était difficile, ouais, parce que, moi, c'est plus une phase de vie où j'aurais eu tendance à me replier sur moi, à vivre le truc, le processer tranquille. Sauf que, l'entrepreneuriat et mon métier, mon domaine d'activité font que je peux pas juste tout couper, tout arrêter parce que sinon, j'ai pas de revenus et à ce moment-là, j'ai encore énormément de charges liées au train de vie d'avant et pas qu'au train de vie perso, en fait, au fonctionnement même, du business, aux personnes à qui je délègue et cetera. Donc il y a quand même besoin de faire rentrer de l'argent et pour ça, à ce moment-là, c'est moi, mes prises de parole, mes communications qui le font le mieux. Donc c'était un peu compliqué et je pense pendant 1 an, vraiment, c'était raide et puis après ça, je sais pas exactement quoi, mais il y a un truc qui a switché dans ma tête et je me suis un peu libérée des attentes des autres. Je pense que certaines remarques parfois m'ont tellement blessée que je me suis rendu compte à quel point le fait qu'on t'adore ou qu'on te déteste n'a aucune valeur dans les 2 sens, tu vois? Mmh. Hem, je me suis rendu compte que des personnes qui m'envoyaient des messages, qui me valorisaient de ouf, limite qui me mettaient sur un piédestal, ont été parmi les personnes les plus honte, tu vois, à ce moment-là de ma vie et tu vois, ça à la fois ça fait mal et en même temps, c'est une vraie leçon de les gens ne voient en toi que ce qu'eux perçoivent et ce qui les déclenche et tout. Et du coup, je me suis dit: «Mais ça n'a aucune valeur qu'on me déteste ou qu'on m'adore parce que ça parle même pas de moi, en fait, ça parle de ce que ça leur renvoie à eux». Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes et ça, c'est marrant, qui m'ont jugée ouvertement, tu vois? Qui me l'ont dit, qui m'ont parlé et tout, au moment où j'ai pris la décision de divorcer, qui se sont désabonnés, machin et 2-3 ans après, ils m'ont réécrit pour me dire, «Désolée, ma vie a changé depuis, moi aussi je me suis séparée, je comprends mieux», et tu vois, je trouve que ça, c'est une vraie belle leçon qui a été payée cher parce que c'était vraiment pas une période facile, mais qui m'a appris à me détacher aussi de ce qu'on projette sur moi. En fait, ça, regarde la personne et moi, tant que je m'occupe de vivre ma vie et qu'elle me plaît, peu importe quoi, comment elle est jugée. Parce que du coup, les gens, pour bien comprendre, jugeaient le fait de divorcer, c'est ça? Ouais, 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 OK. les gens au sens large sur les réseaux qui me connaissent pas, mes clients qui étaient à l'intérieur de mes programmes et puis, c'était une période un peu bizarre parce que de son côté, j'avais mon ex-mari qui en parlait et qui ralliait les gens à sa cause, on va dire et moi qui ne prenais pas la parole sur ces sujets-là, parce que moi je préparais, les choses dans mon coin, tu vois? Mmh. Et forcément quand tu as qu'un son de cloche, c'est facile de prendre parti. Ouais et ça m'a fait penser à je crois que c'est Julien Mussy qui m'avait dit un truc un jour du type, «Non mais ne m'adorez pas parce que je sais que si vous m'adorez, au moindre petit truc, vous allez me détester, profondément». Ouais. Et c'est vrai que depuis, j'ai toujours ce petit truc, dès que quelqu'un me dit: «Ah, c'est trop bien, tu es super Alexandra», je me dis: «Ouh là là, attention, warning, faut que j'anticipe le truc, je vais le faire descendre dès maintenant Ouais, d'un étage parce que sinon, à un moment donné, ça va exploser». Et je pense que c'est très vrai. ouais. On est humains avec des failles et que si tu vois que le positif de quelqu'un, dès que tu as un petit grain qui arrive, voilà, tu descends, 50 étages, quoi. Ouais et c'est enfin, on est humain, donc c'est forcément agréable de recevoir des compliments, mais le truc, c'est à quel point j'accorde de la valeur à ça. Je peux me dire: «Tiens, on m'envoie un message pour me dire: "Ah, c'est super ce que tu fais, tu m'inspires grave", machin». Ça me fait trop plaisir, merci. Mais je veux pas baser ma valeur à moi en tant que personne sur des messages comme ça parce que sinon, ce qu'on me donne, on peut me le reprendre. Donc en fait, tu m'adores, demain je fais un truc que tu approuves pas, tu me détestes et ça veut dire que quoi? Je me sens plus légitime? Enfin, c'est vraiment à Mmh. quel point j'accorde de l'importance à ça. Ouais, c'est ultra intéressant et tu aurais des conseils, du coup, pour les gens qui tu t'es prise, du coup, entre guillemets, «pas mal de haters». Avec 1 an d'expérience de haters, tu as mis en place des rituels, des routines, tu vois, tu nous as parlé du mindset déjà de te détacher, mais il y a des choses que tu as mis en place pour justement, dès que tu reçois la remarque, je sais pas, une petite routine ou un truc qui fait que tu passes à côté? Je sais pas si j'ai mis en place une routine. En tout cas, je pense que c'est le fait d'y avoir été exposée régulièrement qui m'a aidée à progresser, en fait. Parce que sinon, au début, tu en reçois 1-2, j'avais le cœur qui palpitait, j'étais pas bien, je remettais ma vie en question pendant 2 jours, tu vois? Et puis après, tu vas mieux, tu en as un autre, tu te dis: «Ah merde, un autre, un autre, un autre». Bon, au bout d'un moment, voilà, tu t'habitues petit à petit parce que tu y es exposé.
Donc ça, c'est pas forcément le truc qui fait plaisir à entendre parce qu'on se dit: «Ouais, mais moi, je voudrais éviter d'être exposée». Qui m'aidait, en fait, c'était de lâcher mon téléphone et de me rappeler que c'est pas ça la vraie vie. Tu vois? Ce qui se passe, sur les réseaux, dans ma tête, c'est le centre du monde parce que c'est un des trucs les plus prenants dans ma vie. Mais en fait, quand je lâche mon téléphone et que je vais, acheter du pain à la boulangère, elle sait pas qui je suis, tu vois? Quand je vais Mmh. me promener, les gens qui passent, ils savent pas qui je suis. En fait, c'est pas la vraie vie et je pense que ça m'a aidé à prendre du recul aussi pour arrêter de le voir comme un énorme problème alors que c'est pas grand-chose et le dernier truc aussi, c'était de prendre du temps et de l'énergie pour faire des trucs pour moi qui n'ont rien à voir avec mon business et de commencer à faire des choses, des activités, parler avec des gens, aller faire du sport, enfin, tu vois? Vraiment des trucs concrets dans la matière, hem, qui me font du bien parce que quand tu apprends à nourrir d'autres endroits de ta vie, ben, il y a pas tout ton bonheur qui repose sur un pilier et du coup, si ce pilier-là, il s'écroule, tu as plus rien et ça, je pense que ça m'a vraiment aidée, tu vois? De nourrir davantage, le temps que je passe avec mes enfants, d'aller faire une activité à l'extérieur, de commencer à faire du sport. Pas dans le but de même pas de me muscler ou encore moins de maigrir ou je ne sais quoi. C'était vraiment, je fais une activité, heu, dans laquelle on s'en fout de ce que je fais comme travail, on s'en fout d'Instagram, juste je vis ce truc-là et et ça m'a fait du bien parce que, du coup, j'ai accordé un peu moins d'importance et de moins en moins au fur et à mesure au pilier travail et le côté négatif qu'il y a dedans et c'est un truc qui me sert encore aujourd'hui, tu vois? Les moments de up and down, ils sont là tout le temps et ils seront là tout le temps et aujourd'hui, le fait d'avoir plein de ressources à plein d'endroits différents, ça fait que je m'en fous un peu de ces fluctuations. Tu vois? Je sais qu'elles sont là, elles font partie du jeu. J'apprends à apprécier 2 fois plus quand c'est le moment où ça remonte parce que je me recharge et puis après, je me concentre sur tout ce qui me fait du bien à l'extérieur quand c'est les moments où ça descend un peu. Ouais, tu as réussi vraiment à te détacher, de ton business pour dire: «C'est pas moi, c'est, ma vie pro Ouais, et il y a ma vie à côté aussi, qui a son importance». ouais, Hem, complètement. Aujourd'hui, du coup, tu as un rythme de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus cool et beaucoup plus équilibré. Est-ce que c'est forcément synonyme pour toi de baisse de chiffre d'affaires? Je ne sais pas si tu as baissé en chiffre d'affaires ou pas. Est-ce que, on peut avoir les 2? Justement, tout à l'heure, tu parlais de il y a pas le «et» ou le «ou». C'est quoi un peu ta vision avec ton expérience? Mon chiffre d'affaires, il a baissé, ça c'est clair. Je l'ai divisé par 3 à peu près entre le moment où j'étais à mon max et où j'avais pas de vie autre que mon business et aujourd'hui. Hem, je pense que je pourrais refaire un fois 3, mais que je n'en ai pas envie. Parce que je sais, du coup, ce que ça implique et pas forcément, genre, il faudrait repartir dans un rythme où je fais que bosser, mais je sais que si j'ai pas l'envie profonde à l'intérieur de moi, ça va me demander beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat et que ces efforts-là, ils vont me coûter de l'énergie plus que ça va m'en apporter d'avoir ce chiffre Mmh. d'affaires. En fait, aujourd'hui, je suis plus OK de ressentir ça, tu vois? Je En fait, j'ai remis beaucoup de sens derrière, mes objectifs. OK, je veux ça, mais pourquoi je veux ça? Je veux faire fois 2 sur mon chiffre, mais pourquoi? En fait, concrètement, pourquoi? Et j'ai lâché, en fait, la course de toujours plus, ça pourrait toujours être mieux, tu pourrais toujours faire mieux. Qui vient aussi des fois, tu sais, un peu de l'école, genre, j'ai eu 15, bah, c'est bien, mais tu aurais pu avoir 20. Oui, mais j'ai eu 15 c'est super chouette, quoi. Et on n'a pas toujours besoin d'être à 20 sur 20 partout. En fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un rythme de croisière qui me va bien et du coup, puisque ça me va bien, j'ai pas la motivation et l'envie nécessaires pour aller chercher un fois 2 fois 3 et plus. Hem, donc en fait, ça me convient. Donc je pense qu'on peut avoir les 2. On peut augmenter son chiffre d'affaires et avoir une qualité de vie, qu'on estime être optimale, à condition que cette, progression de chiffres, elle fasse sens avec nos valeurs profondes. Si c'est pas le cas, elle nous coûte en énergie et du coup notre qualité de vie, elle est impactée négativement. Je pense qu'on peut avoir les 2, mais ça doit vraiment être connecté à qu'est-ce qui compte le plus pour moi, et du coup être bien au clair sur, sa hiérarchie de valeurs et cetera notamment, hem et
je mets quand même une nuance sur le début, la phase de lancement d'une entreprise. Je crois pas qu'on puisse, avoir une progression aussi rapide que celle que j'ai connue, par exemple. Hem, En un an, j'ai fait x10 sur mon chiffre. En un an, je suis passée de 45 000 à 450 000. Donc c'est une progression très rapide. Je crois pas que ce genre de courbe, tu vois, qui fait ça, on puisse l'avoir, dès le début, en ayant une super qualité de vie à côté. Tu vois? Je pense qu'une croissance rapide, elle implique forcément des concessions à un moment donné et le fait que ton business soit ta priorité numéro un pendant un temps. Ça veut pas dire pour toute la vie, ça veut pas dire que tu négliges tes enfants, ta famille, machin, mais ça veut dire que pendant une phase, la phase de grosse croissance, ta priorité, c'est le business, un peu au détriment du reste. Et il y a des gens qui sont profondément pas d'accord de vivre ça, et il y a aucun problème. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut accepter que la croissance, bah, elle prend plus de temps. Et c'est OK, mais faut toujours choisir, en fait, entre le confort ou la rapidité. Soit je veux que ça aille vite et du coup, j'accepte que ce soit moins confortable pour moi, soit je veux que ce soit très confortable et je dois accepter que ça ira moins vite. Et les gens se situent souvent au croisement des 2 et ils veulent lâcher sur aucun des 2, ce qui crée vachement de frustration dans le process. Ouais, bah, c'est ce qu'on voit avec toutes les promesses, faites, en 3 mois, 10 000 € par mois, en travaillant seulement 2 heures par jour. Je suis d'accord avec toi, il y a tout un fantasme autour de là. Je pense que Mmh. tu l'as dit, le plus important, c'est quelle est ta valeur numéro une. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Si c'est le business, vas-y à fond et tu es prêt à faire tous les sacrifices. Si c'est pas le business, tu vas juste avoir de la frustration parce que tu es pas prêt à faire les sacrifices. Ouais, exactement. J'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, du coup, tu veux pas évoluer en termes de chiffre d'affaires. J'ai une croyance, peut-être totalement fausse, à toi de me dire, que l'humain a quand même envie toujours d'évoluer, ce besoin d'aller vers du mieux. Toi, du coup, c'est pas dans le chiffre d'affaires, c'est dans quoi? Est-ce qu'il y a dans un autre domaine, dans un autre truc où tu as ce truc d'évolution? Ou est-ce que tu es vraiment dans une dynamique où non, j'ai zéro objectif d'évolution dans aucun domaine de ma vie? J'ai des objectifs d'évolution. Je crois comme toi qu'on est, en fait, à partir du moment où on est vivant, je pense qu'on a envie d'évoluer. Enfin, on est programmé pour ça. J'ai pas, là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Je le trouve très cool par rapport à ma vie. Par contre, j'ai envie d'augmenter ma rentabilité et du coup, c'est là-dessus que je me concentre, tu vois? Pour cette fin d'année et tout 2026, c'est mon objectif principal, c'est comment je peux, hem, sans toucher à mon chiffre d'affaires, pouvoir me dégager plus d'argent qui me reste à moi, pour continuer de financer mes projets perso. Hem, donc mon objectif n'est pas comment je peux gagner plus d'argent, comment je peux vendre plus, mais comment je peux le vendre plus intelligemment pour que, je dépense moins d'argent, en fait, tout au long de l'année pour maintenir ce chiffre-là. Et c'est un objectif qui est, aussi ambitieux que de faire x2 sur son chiffre, hein. Ultra intéressant. Je vois le temps qui passe. Est-ce que avec toute l'expérience là que tu as acquise, puisque tu as connu finalement les très bas d'entrepreneuriat, les très hauts d'entrepreneuriat, le milieu de l'entrepreneuriat, c'est quoi un peu, le conseil, toi, que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé dans l'entrepreneuriat? Le ou les, si vraiment il y en a plus qu'un qui te vient à l'esprit. Non, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que si j'avais eu des conseils avant, j'aurais fait la même chose? Et du coup, si je l'avais pas faite, j'aurais sûrement pas les mêmes enseignements. Heu, donc ce qui est sûr, c'est que je voudrais pas réécrire tout ça, mais si je devais donner un conseil à la moi d'avant, je lui dirais peut-être d'arrêter de baser son référentiel sur le passé et sur ce qu'elle a déjà connu. Tu vois? S'autoriser à voir beaucoup plus large que le petit prisme de sa petite expérience et tu vas commencer à se dire: «C'est pas parce que toi tu as connu que ça de la vie, que tout le reste n'existe pas» et je pense que ça aurait, peut-être, tombé quelques barrières plus rapidement. Tu vois? Dans le côté, je peux aller chercher plus et je mérite d'avoir plus. Je pense que ça m'aurait fait bosser ce truc-là un peu plus tôt et ça peut être chouette comme conseil. Et comment on peut, du coup, selon toi, connaître ce qu'on ne connaît pas? Tu sais, quand on a justement les œillères de «c'est ça la vie», quel conseil tu donnerais pour ceux qui se disent: «Bah, faudrait que j'agrandisse mon prisme»? Remettre en question toutes nos certitudes. Bah, c'est comme ça qu'on fait parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça que ça marche. Et si c'était faux? Tu vois? Se poser la question tout le temps de: «Et si c'était faux?»
parce que toute notre vie, et ça on le sait, elle est basée sur nos croyances, c'est-à-dire notre vie est le résultat des croyances qu'on a. Si les croyances que j'alimente n'étaient pas vraies, qu'est-ce que ça impliquerait? Et tu vois, juste de se poser la question, ça ouvre l'esprit forcément parce que notre cerveau, il va emprunter un chemin qu'il n'est pas habitué à prendre. Donc il va se concentrer pour trouver des réponses à ça au lieu de se concentrer sur: «Je renforce la croyance de départ qui est: "On peut pas faire autrement"». Yes, ultra intéressant. Pour terminer, Laurie, j'aime bien finir les épisodes de podcast par une question que les invités vont poser à nos auditeurs et qui pourront, écouter, et réfléchir à la fin de l'épisode en marchant. Quelle est la question comme ça, que tu as envie, que les entrepreneurs ou les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat se posent et qui pourrait faire une vraie différence? J'aime bien cette question. Peut-être de se demander: et si face à toi, tu avais, une page blanche que tu pouvais complètement réécrire? C'est-à-dire, il y a pas d'enjeu de, sécurité financière et cetera. Juste, je peux prendre n'importe quelle direction dans la vie, mais vraiment n'importe laquelle, aussi bien dans mon environnement, dans mon entourage, dans mon travail, dans tout, absolument tout. Qu'est-ce que j'écrirais si je devais pas juste continuer d'alimenter ce que j'ai déjà construit jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je vivrais au même endroit, entourée des mêmes personnes? Est-ce que je ferais le même job avec les mêmes clients? Est-ce que j'aurais les mêmes projets, le même sport, le machin, la même alimentation? J'en sais rien. Ou est-ce que si là, j'avais la possibilité de prendre une page blanche et d'écrire ce que je veux à partir de demain, est-ce qu'il y aurait des choses différentes? Et ça donne un repère assez intéressant pour voir à quels endroits on peut, aller travailler pour progresser et tendre vers quelque chose qui nous inspire davantage aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout le monde, on est tous, un peu en mode automatique à certains moments et c'est normal. Enfin, on peut pas être constamment et consciemment en train de réfléchir à, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, le matin, on se lève, on s'habille et on va bosser. Enfin, c'est normal. Sauf que des fois, ça fait du bien de mettre sur pause et de se dire: «Attends, si je devais pas juste le faire parce que je me suis engagée il y a 5 ans dans cette voie-là, est-ce que quand même j'irais ou est-ce que j'irais dans une autre direction?» Et ça peut être le point de départ de quelque chose d'intéressant. Trop cool cette question. Et bah, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir, cette question à méditer en marchant et en musique. Et Laurie, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux, ou autres, où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur Instagram, c'est là où je suis, la plus active. Du coup, mon prénom, mon nom, Laurie Pifero, tout simplement. Je mettrai, les liens dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, moi, j'étais ravie d'avoir cet échange, avec toi. Un grand merci de nous avoir partagé, tout ce que tu nous as partagé, ton expérience, tout ça sans faille. Que du bonheur et je te dis du coup, à très vite. À bientôt, merci. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Laurie qui te pose cette question. Si tu avais la possibilité de prendre une page blanche et d'écrire ce que tu veux à partir de demain, est-ce qu'il y aurait des choses différentes dans ta vie ?